Chers amis de la vérité et de la réflexion nationale, bonsoir et bienvenue dans le programme de désaliénation. Depuis plusieurs semaines, nous avons ouvert ensemble un espace une réflexion courageuse sur les racines profondes de la crise burundaise, car aucune nation ne peut se construire durablement si elle refuse d'examiner lucidement les blessures de son histoire. Notre démarche n'est pas de raviver les rancœurs, mais de comprendre euh, les mécanismes historiques, politiques et psychologiques qui ont façonné les divisions de notre pays. Dans la première émission, nous avons posé les bases du programme de désaliénation en rappelant qu'avant de reconstruire un État, il faut d'abord libérer les esprits de récits imposés, des manipulations historiques et des peurs héritées. La deuxième émission nous a conduit au cœur du contentieux psychosocial identitaire. Nous avons examiné comment les identités sociales ont été instrumentalisées, comment certaines constructions idéologiques ont profondément marqué la conscience collective des Barundi. Pour la troisième émission, nous avons confronté la troisième émission nous a confronté à l'une des dimensions les plus douloureuses de notre histoire. Donc, c'était le contentieux du sang et des violences de masse. Nous avons rappelé que les stratégies nationales ne peuvent jamais être comprises ni dépassées si elles sont enfermées dans le déni ou dans des lectures partisanes. La quatrième émission a abordé le contentieux de l'exclusion, en montrant comment l'exclusion politique, sociale et économique a été utilisée comme un outil de domination, de contrôle du pouvoir. La cinquième émission nous a permis d'analyser le contentieux politique, c'est-à-dire des crises de légitimité de l'État. Nous avons constaté que la question centrale au Burundi, ce n'est pas seulement celle du pouvoir, mais celle de la légitimité du pouvoir et de l'acceptation nationale des institutions. La sixième émission, enfin, a porté sur le contentieux de l'impunité et de la justice, un problème qui traverse euh, toute l'histoire contemporaine du pays, car aucune nation ne peut construire la paix durable lorsque les crimes politiques restent sans vérité, sans justice et sans réparation. Voilà, ce soir, nous abordons un autre pilier fondamental de l'État. Nous allons parler de l'armée et des forces de sécurité. Dans toute nation stable, ces institutions représentent la protection du territoire, la sécurité des citoyens et la continuité de l'État. Elle incarne l'autorité légitime et la souveraineté nationale. Mais dans notre histoire, la relation entre les forces de sécurité, le pouvoir politique et la société a souvent été complexe, conflictuelle et parfois tragique. À plusieurs moments décisifs, l'armée n'a pas seulement été un instrument de défense nationale, elle est devenue un acteur direct de la vie politique, coup d'État, transition imposée, militarisation des rivalités politiques. Ces épisodes ont profondément marqué la mémoire collective et ont contribué à créer ce que l'on peut appeler aujourd'hui un véritable contentieux historique entre l'institution sécuritaire et la société. Soyons clairs, le problème n'est pas l'existence d'une armée forte, parce que toute nation souveraine a besoin d'une armée forte. Le problème apparaît lorsque l'armée cesse d'être nationale pour devenir politique. Une armée au service d'un parti,
une armée au service d'un régime, une armée utilisée dans les luttes internes pour un pouvoir. L'histoire mondiale nous enseigne pourtant une leçon simple. Lorsque l'armée protège la constitution, la nation se stabilise, mais lorsque l'armée entre dans la politique, l'État devient fragile. La question essentielle que nous devons poser ce soir est donc une question d'avenir. Comment construire des forces de sécurité véritablement républicaines? Comment garantir les neutralités et leur professionnalisme? Comment restaurer la confiance entre les institutions sécuritaires et les citoyens? Car, euh, car désaliéner un peuple, ce n'est pas seulement transformer les mentalités, c'est aussi réinventer les institutions qui protègent la nation. Je ne sais pas si vous m'entendez, docteur. Oui, oui, je t'entends très bien, ça se passe bien. Voilà. Alors, bienvenue dans la désaliénation, dans cette 7e émission, où ce soir, nous allons parler de ce contentieux de l'armée et des forces de sécurité. La réflexion, voilà, va commencer. Bonsoir, docteur. Bienvenue encore une fois dans cette émission de désaliénation. Merci beaucoup, Franck. Je remercie ceux qui ont pu se joindre à nous. Comme vous l'avez présenté au tout début, il y a une autre émission de RPA. Et cette émission se passe sur le thème que nous avions traité lundi passé, c'est le thème de l'impunité de la justice. Et je pense que c'est une bonne chose que des gens puissent continuer à discuter sur des sujets importants comme cela. Et si d'autres médiums emboîtent le pas de ce que nous faisons, nous ne pouvons que les en remercier. Il faut que la majorité des Burundais connaissent nos véritables problèmes et qu'ils puissent en discuter. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la 7e émission, qui est la suite du programme de désaliénation que nous avons commencé. Et qui dit désaliénation, nous allons parler des contentieux. C'est donc se préoccuper essentiellement des problèmes les plus importants, les contradictions, la contradiction principale, nous l'avons abordée, et puis les contradictions secondaires qui découlent la plupart du temps de cette contradiction principale. Avant d'aborder directement le sujet du jour, je voudrais quand même compléter la présentation qu'a faite Franck sur les émissions que nous avons abordées, en insistant beaucoup sur la compréhension de ce que c'est que la désaliénation, la compréhension de ce que c'est que la conscience critique, la compréhension surtout des problèmes les plus importants qui découlent de la vie du pays, de l'histoire du pays par rapport à la colonisation et aux effets de cette colonisation sur nos différentes mentalités. Je voudrais rappeler la phrase la plus importante au niveau de la colonisation, cette phrase qui a été écrite par Hans Meyer, qui était en charge de la politique coloniale de l'Empire allemand, et m'appesantir essentiellement sur la première phrase des 3 phrases qui ont fait façonner pratiquement la politique coloniale au Burundi et au Rwanda, de l'Allemagne et ensuite de la Belgique.
il a écrit ceci: tant que les Batutsi seront les maîtres du pays, un essor intellectuel et culturel du peuple Barundi demeure impossible, car ce bas niveau des Bahutus maintenu au cours d'un isolement séculaire assure la domination Batutsi. Cette phrase est d'une gravité extrême, mais en échangeant après les émissions avec les uns et les autres, l'impression que j'ai ressentie, c'est que les Barundi ne comprennent pas l'importance de ce programme dans tout ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui et dans toute la région. Surtout que dans la troisième phrase, il dit « Mais le but d'une politique coloniale à plus long terme devra être de briser la domination Batutsi, de libérer les Bahutus du joug Batutsi et de les gagner à nos visées civilisatrices qui correspondent aussi à leurs propres intérêts. » Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre ici, si ce n'est que c'est vraiment l'instauration d'une politique de diviser pour régner et habillée sous l'angle de venir libérer certains et d'éloigner ou d'éliminer les autres. Non pas parce que ils détestent les Batutsi ou ils aiment les Bahutus, ou non. C'est juste parce que pour asseoir leur domination coloniale, il écrit bien, mais le but d'une politique coloniale à plus long terme, ce n'est pas parce que, en mettant les Bahutus au pouvoir, que la politique coloniale va s'arrêter. Au contraire, la politique coloniale, elle a montré ce qu'elle était venue faire ici. Elle le montre encore. Et la fois passée, nous avons eu une petite discussion sur le colonialisme, le néocolonialisme. Il faut donc, à mon sens, que beaucoup comprennent cette politique-là de diviser pour régner et qui est toujours en actualité. Il aura fallu donc 50 ans pour asseoir ce que nous avons appelé l'aliénation du peuple Murundi, l'aliénation du peuple Munyarwanda, l'aliénation des Africains dans leur identité, en premier, dans leur culture, dans leur spiritualité et dans leur économie. Si nous ne comprenons pas à fond ces 4 types d'aliénation, nous ne pourrons ni nous désaliéner, ni nous libérer pour être réellement nous-mêmes et maîtres de notre développement. Nous avons insisté beaucoup sur l'esclavage mental, mental slavery, ou la mentalité de coloniser. Quand donc je vois des hommes politiques africains, burundais, rwandais dire il faut changer de mentalité, la plupart ne précisent pas cette mentalité qu'il faut changer. Quelle est cette mentalité qu'il faut changer? Est-ce que ce n'est pas justement cette mentalité de coloniser, cette mentalité d'esclave qui découle de ce complexe d'infériorité vis-à-vis du colon, aujourd'hui du néocolon? Est-ce que ce n'est pas ça justement? Est-ce que ce n'est pas cette aliénation, ces aliénations qui découlent de ce choc des civilisations? Même si, quelque part, dans le premier alinéa de ces phrases-là, l'impression qu'il donne, et à la troisième, à nos visées civilisatrices, et cela veut dire que nous sommes non civilisés. Et encore une fois, ça découle aussi de ce complexe de supériorité auquel nous avons répondu par un complexe d'infériorité. Au lieu de comprendre quelque part
que nous avions, nous aussi, une civilisation à défendre et à développer. J'insiste beaucoup sur ça parce que les auditeurs, vous ne pourrez pas comprendre à fond pourquoi nous avons commencé par le contentieux psychosocial qui découle de ces identités qui ont été créées pour nous, Hamit Bantou, pour les rendre totalement antagonistes, alors que nous ne savions pas, avant l'arrivée du colon, que nous étions Hamit ou que nous étions Bantou. Et ça aussi, c'est parfois difficile aux gens de le comprendre. Pourquoi? Parce que ces dénominations sont venues avec des complexes de supériorité raciale pour les uns, puisque l'Europe a subdivisé les races en supérieures et inférieures. Les complexes de supériorité, donc de supériorité raciale pour les uns, d'infériorité raciale pour les autres, et le complexe de supériorité numérique pour les uns à la veille de l'indépendance, et complexe d'infériorité pour les autres. Ce qui nous fait entrer dans le langage politique, la majorité ou la minorité, alors que nous sommes censés être des citoyens à 100%. Il y aura des citoyens à 80% ou à 15%, tous ces chiffres-là mis devant nous et nous inculqués par justement le colon. Et cela, nous avons gobé ça. Et nous restons justement dans cette aliénation qui est la toute première aliénation, qui est l'aliénation identitaire. Il est important de comprendre ça si nous voulons vraiment aborder tous les autres contentieux à partir du contentieux du sang et des génocides, le contentieux de l'exclusion et le contentieux politique qui doit gérer en fait tous les problèmes de la nation que nous sommes en train de présenter. Et si donc cette première partie n'est pas suffisamment bien comprise, il nous sera difficile de trouver des solutions pérennes pour les autres problèmes qui découlent simplement de l'organisation d'un État, dont le contentieux politique, qui est l'organisation de la nation ou la gestion de la nation. Mais je voudrais insister là-dessus pour que nos auditeurs ou ceux qui entendront cette émission plus tard comprennent l'objectif de ce programme que nous mettons à votre disposition. Et même si nous avons aujourd'hui peu d'auditeurs, ils pourront réécouter cette émission, du moins ceux qui veulent, et qu'ils comprennent le point de départ de l'orientation de nos différentes émissions. Abordons donc le contentieux d'aujourd'hui, après avoir parlé du contentieux politique, donc de la gestion de l'État, de la gestion de la nation, et le contentieux de l'impunité et de la justice. Le contentieux de l'armée et des forces de sécurité a été pour beaucoup un problème extrêmement difficile à résoudre et qui n'est malheureusement pas encore résolu jusqu'à présent. D'ailleurs, dans les conversations entre Barundi, quand on veut parler d'un problème difficile, on dit Nikibazo Chidisoda. C'est vous dire combien ce contentieux a été au cours de l'histoire du Burundi un contentieux extrêmement difficile parce qu'il concerne la question de la sécurité et la question de la sécurité pour tous. Que dire donc de ce contentieux de l'armée? Dans le programme
que nous avons mis à votre disposition. Et nous avons commencé par l'armée dans l'histoire politique du Burundi. Et quand on parle de l'armée, on veut surtout parler de l'armée après l'indépendance. Car avant l'indépendance, durant la période coloniale, nous n'avions pas d'armée proprement dite. C'est la colonisation, c'est le colon qui était l'armée, qui, quand il s'est battu avec les Barundi, il a donc pratiquement éliminé tout ce qui consistait à défendre les Barundi. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement important à comprendre. Pourquoi, durant toutes ces années-là, nous n'avons pas eu d'armée au Burundi, au Rwanda? Pourquoi, si on regarde dans d'autres pays qui ont été colonisés, que ce soit par les Français ou par les Anglais, nous trouvons la formation d'un embryon d'armée et nous savons qu'il y a eu des anciens combattants, on parle des tirailleurs sénégalais, que ce soit dans le... Quand on parle de tirailleurs sénégalais, c'est en fait toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone de l'Ouest, où on a des vétérans de la guerre 14-18 ou des vétérans de la guerre 40-45, qui était une guerre européenne, même si on l'a appelée la guerre mondiale, parce que justement, là, les Africains y ont aussi participé. Et nous, pourquoi nous n'avons pas eu cette armée? Pourquoi a-t-il fallu vraiment l'indépendance pour que nous ayons une armée? Encore une fois, j'aimerais que les Barundi comprennent que la colonisation, ou plutôt la mise sous protectorat par les Allemands, ne s'est pas faite sans résistance de la part des Barundi. On disait les Barundi, c'était le peuple en armes. Tout Murundi valide était un guerrier. Et c'est comme ça que les Arabes d'abord et puis les Allemands ensuite se sont vraiment frottés à ce peuple en armes et ne sont pas arrivés à le terrasser complètement comme il avait fait dans d'autres régions. Je pense que quelque part, les Barundi devraient en être fiers. Mais avec cette aliénation que nous avons subie, nous ne sommes pas capables de voir les choses, les valeurs de notre peuple, le peuple des Barundi, parce qu'on nous a justement divisés en Bahutu, Batutsi ou Batwa ou tout ce que vous voulez, pour que nous n'ayons plus de réflexe à parler du peuple Murundi, qui s'est battu en étant uni contre tous les envahisseurs qui sont venus. Et la colonisation s'est en fait véritablement lentement chez nous, sur plusieurs années. Elle a complètement effacé l'histoire des résistances. Et ici, j'en veux beaucoup aux historiens qui ont écrit sur le Burundi, sur le Rwanda, et de ne pas avoir suffisamment mis en exergue pour que réellement nous ayons une fierté nationale, une fierté de Barundi, de Banyarwanda, d'avoir résisté. Ceci est très important aussi pour les générations jeunes qui veulent vraiment aimer leur pays, aimer leur identité première, qui est celle de Murundi, et d'avoir ces informations dans leur cursus d'apprentissage sur le Burundi. Donc cet aspect-là est totalement méconnu de la part des Burundais.
Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre, saisir que avant la colonisation, l'armée était organisée. Elle était organisée en ce sens que il y a un cursus pour devenir Inhore Burundi, c'est-à-dire l'armée professionnelle, celle des Inhore étaient professionnels, et ces Inhore étaient formés dans ce qu'on appelait à l'époque, au Burundi, c'est Itorero ou Urutorere. Beaucoup m'ont demandé d'où vient ce nom en disant oui, on l'entend au Rwanda surtout, Itorero. Torero, aujourd'hui on l'utilise dans tous les sens. Itorero pour ceux qui sont dans les églises, Itorero d'Igihugu pour enseigner. Et ça Itorero d'Igihugu, ça rejoint la même orientation que avant la colonisation. Et au Burundi, on utilisait les deux mots Itorero ou Urutorere. Et ça, pour ceux qui cherchent des références, ces deux mots, je les ai trouvés dans un livre de Émile Moroha, avec d'autres auteurs, sur le Burundi, justement. Et dans Itorero ou Urutorere, le jeune Murundi, à partir pratiquement de l'adolescence, 13-14 ans, commençait à apprendre le maniement des armes de cette époque-là, c'est-à-dire la lance, l'arc, comment utiliser les flèches, comment lutter, la lutte, Nyereka. Il y avait des pratiques de sport, notamment les sauts en longueur, sauts en hauteur principalement. Et le jeune était formé au sein de la famille d'abord par un aîné, et puis le Moutoir a envoyé ses recruteurs dans les familles pour voir des jeunes qui devenaient adolescents, et puis sélectionner Gutora, c'est ça, Itorero, Gutora, Gutorere, Gutora, ça vient du mot Gutora, et qu'ils allaient s'entraîner alors à la cour du Moutoire. Et le Mouganois, de son côté, faisait la même chose, envoyait ses recruteurs, et petit à petit, une élite, une véritable élite d'Inhore se formait. Et le Moami pouvait trouver parmi ces élites ceux qui pouvaient être la garde royale ou les militaires. Et c'est une torero des Baganois ou des Batoires et leur servait aussi quand ils étaient en conflit de voisinage avec un autre Moutoir ou un autre Mouganois ou des choses comme ça. C'est comme ça que dans le temps, quand une personne avait un problème avec son Mouganois, son chef, il pouvait déménager, aller trouver refuge chez le chef voisin parce qu'il trouvait en lui une main-d'œuvre militaire, une main-d'œuvre pour les travaux les plus importants, que ce soit Gukama ou que ce soit les cultures, etc. Il faut donc que quelque part aussi nous comprenions que dans notre histoire, nous avions une façon de former l'armée. Et ces jeunes-là étaient formés à comprendre ce qu'est la chefferie, la sous-chefferie d'un Moutoire ou la chefferie d'un Mouganois, et à comprendre aussi ce qu'était l'étendue du pouvoir du Moami, ses limites aussi. Et pour que vous compreniez un peu plus la force de nos institutions avant l'arrivée du colon, je vais mettre en parallèle deux images que peut-être les uns et les autres auraient vues. La première image, j'en ai déjà parlé, c'est l'image du jeune roi Mwambutsa, quelque temps après son intronisation.
et qui est entouré des principaux chefs qui sont la plupart ses oncles, puisqu'il n'avait pas de grands frères, ses oncles ou ses grands-oncles. Et ses oncles et ses grands-oncles, c'était de grands chefs. Et j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui faisait en sorte que ces chefs aient une vénération devant ce jeune-là, que l'un ou l'autre ne pouvait pas se lever et dire non, non, c'est un petit qui ne pourra pas conduire le pays, moi je suis grand, je peux le faire. Quelle est cette force vraiment qui faisait que tous prêtaient allégeance à ce jeune roi de 5 ans? Est-ce que les gens se sont posé la question, et là je parle aux historiens, aux anthropologues, qui sont ces différentes aliénations, est-ce que les gens se sont posé la question de cette force institutionnelle qui faisait en sorte que ces grands messieurs respectaient ce petit enfant? C'est parce qu'il y avait des institutions fortes. On a parlé des 3 pouvoirs, mais aussi il faut parler de cette institution qui n'était pas visible, qui était cette armée nationale répartie entre tous ces Baganois. Et ces Baganois faisaient allégeance à ce jeune roi. Il avait certes des régents, encore une fois, une organisation, de telle sorte que le pouvoir ne soit pas vide. Le jeune qui était en train d'être formé à être un roi à part entière avait des régents qui gouvernaient pour lui avant qu'il ne soit roi. Mais il était déjà intronisé comme roi. Et l'autre chose que je ne peux pas passer sous silence, c'est que la première régente, c'était la reine-mère. Et ça, c'est un aspect aussi fondamental pour montrer que la royauté du Burundi n'était pas une royauté totalement patriarcale. Il y avait les deux mixages. La mère était aussi détenteur d'un pouvoir qu'il gérait en attendant que son fils soit en âge de pouvoir gérer le pays. Il est important de comprendre cette organisation pour que, aujourd'hui que nous n'arrivons pas à avoir une organisation qui nous ramène la paix, qui nous ramène la justice, qui nous ramène la sécurité pour tous, alors qu'avant cela existait, et que ça puisse nous donner des influences par rapport à la gestion actuelle. Je signale que vous m'entendez de temps en temps. Oui, Franck, es-tu tout prêt? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, docteur. Très bien, merci. Ok, je vais donc continuer. Donc, nous devons comprendre cela et je vais encore une fois faire recours à une photo au moment des indépendances où le roi est pleinement roi à ce moment-là, une photo où on voit le roi Mwambutsa avec 3 jeunes qui vont aller en formation militaire. Ces 3 jeunes-là, quand ils vont retourner au pays, vont avoir des rôles extrêmement importants dans toutes les crises que nous avons connues au Burundi. On voit sur cette photo Mwambutsa qui salue 3 jeunes militaires. Le premier, c'est Michombero. Le deuxième, c'est Nungumbo Ragné. Le troisième, il n'aura pas beaucoup de temps de se faire connaître, malheureusement, parce qu'en 69, il sera impliqué dans un procès fait à la hâte et
en disant que les personnes d'origine Hutu venaient de faire une tentative de coup d'État qui a été déjouée et il sera éliminé. Et ça, c'était en 69, longtemps après l'éviction du Mwami. Ces 4 personnes que nous voyons sur la photo, si nous parlons de leur origine, nous avons trouvé les 4 principales composantes des Barundi à l'époque. C'est le Mwami, Umuganwa, Michombero, Umuhima, Nungumuranye, Umututsi Nyaruguru et Umuhutu. Ce sont ces 4 différentes origines qui sont sur la photo. C'est extrêmement symbolique pour comprendre comment, de la photo du jeune roi qu'on vient d'introniser, qui est respecté par tous ces Baganois où chacun pouvait lever son armée et faire des dégâts, et la photo moderne où il y a le roi qui envoie ces 3 personnes. Et ici, si nous parlons de l'exclusion, entre guillemets, ici, le roi symbolise qu'il n'y a pas d'exclusion dans l'armée. Ces 3 qui partent représentent les 3 principales composantes qui sont en activité et militaire et politique à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va arriver? Tous les 3 vont participer à l'armée qui va renverser le roi Mwambutsa en 1966. Pourquoi n'ont-ils pas eu le même respect aux institutions que leurs prédécesseurs, les Baganois qui entouraient le roi? Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, personne ne va respecter ou créer une armée pour dire non, 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 on va défendre le roi. Et les 3 qui font partie de l'armée, cette armée nouvelle qui vient de prendre le pouvoir, vont s'éliminer aussi. Ici, vous devez comprendre comment nous avons changé de comportement par rapport au pouvoir et par rapport aux institutions. Et l'armée qui devait être, comme à l'époque avant les colons, une armée qui sécurise tout le monde, une armée qui respecte les institutions, dont l'institution principale qui est l'autorité suprême, et les Barundi eux-mêmes, va commencer à éliminer cette autorité suprême. Et comme les 3 ne peuvent pas s'entendre sur qui sera le chef, la nouvelle autorité, eh bien, tous les 3 vont s'entre-déchirer, s'éliminer mutuellement. Et ça va rejaillir malheureusement sur toute la politique du pays depuis 1965-66. Car l'autorité du Mwami va être mise à rude épreuve. D'abord par les hommes politiques qui vont se subdiviser en Casablanca-Monrovia, et puis par les militaires qui vont être des auxiliaires de ces hommes politiques pour éliminer l'autorité suprême sans la remplacer par une autorité reconnue par tout le peuple mourandi.
parce qu'ils l'ont fait dans la division, parce qu'ils l'ont fait par ambition, mais aussi par ignorance de ce qu'est un État moderne. Parce que le colon a montré un pouvoir coercitif et ceux qui ont grandi sous son ombre ont compris qu'ils ne pouvaient que utiliser leur force dans la ligne que le colon avait tracée. Mais la responsabilité nous revient à nous de ne pas avoir compris à temps que l'autorité par la force ne mène nulle part. Le roi n'avait pas besoin de garde du corps quand il circulait dans son pays. Il n'en avait pas besoin parce que chaque Burundi était son garde du corps. Parce que chaque Burundi savait que lui aussi, c'était le garant de sa sécurité. Qu'il était le garde du corps de chaque Burundi. Et ça, nous l'avons rejeté. Et particulièrement, cette photo nous montre les 3 personnes qui auraient pu, si ils avaient compris à temps ce qu'est un État, ce que sont les institutions, qui auraient pu dire aux politiciens, messieurs, nous ne serons pas vos instruments, nous sommes au service de la nation. La nation est incarnée par le roi, par la Constitution. Nous leur devons respect. Cela n'a pas été, malheureusement, et l'armée, qui aurait dû être nationale, a pratiquement militarisé le pouvoir. Et en militarisant le pouvoir, dans un pouvoir instable, nous assistons à des coups d'État, où les institutions ne sont jamais stables pour asseoir la justice, pour asseoir la citoyenneté, pour asseoir la sécurité pour tous. L'armée a été un instrument majeur dans toutes les transitions politiques et malheureusement, elle a été fortement politisée, non pas dans l'orientation d'une institution réellement au service de la nation, mais une institution au service des critères d'exclusion dont nous avons parlé dans la précédente émission sur l'exclusion. L'un des grands dangers des hommes politiques ou de tous ceux qui vont en politique, c'est la détermination de l'ennemi. Depuis l'indépendance et la mort de Rwagasore, malheureusement, les acteurs politiques ont déterminé l'ennemi ou l'adversaire politique en fonction des identités en crise, et en particulier des identités découlant de l'aliénation identitaire de la colonisation, les Bahutu, les Batutsi, et puis entre ceux qui sont au pouvoir d'un groupe ou d'un autre, des subdivisions encore plus idiotes que la première, que ce soit le régionalisme, et à l'heure actuelle au pays, les partis politiques, la détermination de l'ennemi
est un ennemi interne. Et ça ne devrait pas se faire. Une personne avec laquelle vous partagez l'identité nationale ne peut pas être un ennemi. Il est peut-être un adversaire politique. Vous ne partagez pas les mêmes idées politiques pour la gestion du pays. Mais tant qu'on reste sur ces critères d'exclusion ethnique, régionale, clanique, partisane, etc., on ne peut pas faire une politique nationale. On ne peut pas avoir une armée nationale. C'est un leurre, c'est impossible. Comment alors arriver à changer la mentalité des hommes et des femmes politiques pour sortir de ces divisions inutiles, pour asseoir de nouveau une armée qui sécurise tout le monde? Il y a eu des tentatives de réforme. La première tentative a été faite durant la démocratisation, les quelques mois du président Melchior Ndadaye, où au niveau de l'ISCAM, on a vu l'Assemblée superviser l'entrée des militaires d'origine Hutu, puisque l'exclusion à ce niveau-là s'est faite, comme je viens de le dire, d'abord sous l'angle ethnique, puis sous l'angle régional, et puis sous l'angle clanique, etc. Au niveau des chefs et tout ça. Tout cela, ce sont des choses que nous connaissons. C'est malheureusement nos vérités que parfois nous essayons de cacher, mais c'est la stricte vérité. L'exclusion à notre niveau, au niveau de l'armée qui devait être nationale, a pris ces lignes-là. Et ces réformes-là n'ont pas complètement abouti, puisque après il y a eu les guerres, la formation des rébellions, proclamées, étiquetées en fonction justement de ces critères de ennemi. Qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est l'ethnie, l'ennemi, c'est la région, etc. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est le parti. Ce qui se passe ou ce qui s'est passé entre les partisans du FNL et les partisans du CNDD-FDD, les chefs étant et de la même région et de la même ethnie, etc., il y a des critères de parti ou quelquefois d'idéologie, puisque les gens peuvent me dire non, tu n'es pas suffisamment contre nos ennemis, etc. Nous, on va montrer qu'on est beaucoup plus fort pour nous défendre contre nos ennemis, des ennemis internes. C'est cette mentalité qui est là. Et il s'est suivi, après l'accord d'Arusha, une autre tentative de réforme où il y a eu l'intégration de la rébellion, ou des rébellions, et même là, il y a eu une certaine exclusion, surtout des militaires provenant des différentes autres rébellions, comme le FNL ou le CNDD Nyangoma. Et dans l'accord d'Arusha, sur le côté de la sécurité pour tous, il y a des orientations qui auraient pu aider à réellement réformer le côté militaire. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. Dans ce protocole-là, on parle des principes qui doivent guider les forces de sécurité et de défense. Les principes de la paix, les principes de la sécurité pour tous.
et surtout des principes qui doivent guider la mise en place des structures, des corps de défense et de sécurité. Je dois dire que dans les négociations d'Arusha, ce protocole a été le moins difficile, même si on a dit que l'équivalence du soda est toujours difficile. Quand il faut mettre sur papier les principes, c'est assez facile à le faire. Mais quand il s'agit d'aller dans la pratique, ça devient autre chose. Et malheureusement, la pratique, nous l'avons vu après la signature de l'accord d'Arusha, après les programmes de désarmement, etc., d'intégration et tout ça. Les missions sont connues, mais elles ne sont pas pratiquées. Pourquoi? Parce que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Eh bien, le naturel, c'est lequel? En ce qui concerne l'armée, c'est que, en fonction de, l'ennemi, les corps de défense et de sécurité, les promotions dans les corps de défense et de sécurité vont être orientés dans ce sens-là. Et cela va encore plus s'aggraver avec la crise de 2015. La crise de 2015 a montré que quelque part, il y avait une partie de l'armée qui avait compris l'importance de la Constitution, l'importance des institutions. Mais une autre partie qui n'avait pas compris, et c'est cette partie qui n'a pas compris qui a pris le pouvoir, en excluant alors cette fois-ci les autres. Et cette exclusion continue sur la base, malheureusement, malgré tout ce qui a été mis en place, sur la base de la détermination de l'ennemi. Le pouvoir en place a déterminé les quatre niveaux d'ennemis, et ces ennemis sont exclus par quelque façon qu'il faut des principaux postes de l'armée et des corps de défense et de sécurité. Et nous sommes retournés pratiquement à la case des crises de 1966 à 1972, où pratiquement la détermination de l'ennemi était dans un autre sens. Et la formation de l'armée et des corps de police a été dans ce sens-là. La détermination de l'ennemi, c'est qui l'ennemi? Et encore une fois, je le redis, prétendre qu'un Murundi est un ennemi dans son pays d'un autre Murundi, c'est ne pas la comprendre la gestion de la cité. Que tu détestes quelqu'un, cela peut t'arriver, mais quand le pouvoir lui-même montre qui il déteste, qui il doit exclure, cela devient grave. Parce qu'il n'y a plus de possibilité de justice. C'est fini. On a parlé de ça dans le précédent contentieux. Comprenez donc, chers amis, cette spirale dans laquelle nous sommes entrés et de laquelle nous n'arrivons pas à sortir parce que nous déterminons l'ennemi en fonction de nos aliénations, nous déterminons les corps de défense et de sécurité en fonction de ce qu'elles sont hostiles ou amis de ce que le pouvoir a déterminé comme amis ou ennemis.
C'est cela la base, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, de la formation des corps de défense et de sécurité. Alors, si nous arrivons à poser maintenant des questions sur les défis actuels de la sécurité, le principal défi est contenu dans l'accord d'Arusha. Comment arriver à une armée ou des forces de défense et de sécurité, des forces réellement républicaines, des forces apolitiques, des forces professionnelles et des forces qui comprennent leur rôle institutionnel. Car dans le principal rôle institutionnel des corps de défense et de sécurité, il y a le respect et la protection de la Constitution. Le respect et la protection des institutions importantes. Le respect et la protection du citoyen dans ses droits et ses libertés. Ce sont ces trois principales missions d'où va découler le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Parce que l'ordre public, c'est ça. C'est la Constitution, ce sont les institutions et la marche de la société. Tant que nous n'aurons pas un pouvoir où des militaires, des corps de défense et de sécurité, la police, avec des leaders qui ont compris cela, le peuple sera dans la peur des corps de défense et de sécurité, alors qu'ils devraient être les garants de leur sécurité, les garants de la Constitution. Les leçons de 2015 jusqu'à aujourd'hui nous montrent comment cette dérive est arrivée, comment les garants de la sécurité ou les garants de la Constitution se sont entredéchirés, entraînant du coup les menaces, les morts de ceux que le pouvoir considérait ou a considéré comme ennemis, alors qu'ils sont des citoyens demandant simplement que la Constitution soit respectée. C'est un devoir extrêmement important de la part des citoyens, tous les citoyens quels qu'ils soient, un devoir de comprendre l'importance de la Constitution et l'importance des principaux garants de cette Constitution qui sont les corps de défense et de sécurité. C'est un exercice aussi important pour que les Barundi, demain, puissent vivre dans un pays sécurisé, avec une armée professionnelle, respectueuse des citoyens et des institutions démocratiques. Cela va entraîner inévitablement ce que le peuple attend, une stabilité des institutions, une sécurité nationale et bien sûr une sécurité régionale, puisque les corps de défense et de sécurité devront nécessairement s'entendre avec leurs collègues des pays voisins pour que
cette sécurité soit partagée. Mais lorsqu'on voit l'aventure dans laquelle le Burundi est dans la guerre de l'Est du Congo, on est vraiment en droit de se poser beaucoup de questions quant aux conséquences sur la vie interne des Barundi, sur cette question de la définition de l'ennemi et sur l'avenir pas lointain, puisque c'est une guerre qui continue, on ne sait pas si elle ne va pas arriver sur le territoire du Burundi et quelle en sera la conséquence pour le peuple burundi dans son entièreté. Ce n'est pas à moi d'y répondre. J'espère que les acteurs actuels comprendront bientôt que la paix vaut mieux que le vote en guerre, que la sécurité du citoyen burundi devrait être la principale préoccupation et du président et des corps de défense et de sécurité. Que des aventures dont n'est pas la suite et qu'on ne mesure pas et dont on ne mesure pas les conséquences devraient être revues pour que le citoyen burundi revive en sécurité. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et je ne sais pas si on pourra faire un débat enrichi aujourd'hui, mais je remets le micro à Franck pour voir ce qu'on peut faire pour la suite. Merci beaucoup.